La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, les cantines scolaires. On en reparle ce soir avec la reprise des classes. Plus de 300 écoles primaires font déjà l'expérience. Une découverte ce soir, l'agropole gingembre de l'université de Cara. On y produit des huiles essentielles. Qu'est-ce qui change dans le quotidien des populations? Eh bien, nous le verrons dans ce journal. Du courant électrique également dans toutes les maisons au Togo. Le PNUD accompagne l'idée, la démarche du gouvernement. Plus de 7000 lampadaires bientôt implantés ici et là. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. L'école a donc réouvert il y a déjà une semaine. Nous vous parlions déjà mardi du retour également des bonnes dames dans les établissements. Certains, plus de 300 font déjà l'expérience, et ce depuis 2008, des cantines scolaires. Les résultats sont plutôt bons. Elles se révèlent, ces cantines scolaires, comme un véritable stimulus pour les écoliers. Retour sur cette expérience. Le point avec Edem Soussoupo. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure l'une des causes majeures d'abandon scolaire au Togo. Le phénomène est encore plus remarqué en milieu rural. Près de 23% des enfants scolarisables abandonnent avant la fin du cycle primaire. Les cantines scolaires sont alors identifiées comme un catalyseur dans la promotion d'une éducation de qualité au Togo. Depuis 12 ans déjà, des repas chauds sont servis aux élèves des écoles primaires publiques retenues. De 2008 à 2012, et grâce au projet de développement communautaire et de filets sociaux, 40 092 écoliers issus de 178 établissements sur toute l'étendue du territoire ont bénéficié des repas chauds. Durant les 5 années qui ont suivi, le projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, a mis en place 308 cantines pour 84 983 écoliers des 5 régions du pays, avec le soutien de la Banque mondiale. De 2016 à 2018, le projet d'alimentation scolaire a été initié par la CEDEAO dans 6 écoles dans les savanes avec l'ONG Code Utile. L'ONG M Afrique, de son côté, intervient dans 10 écoles à raison de 2 écoles par région depuis 2018. Près de 4000 écoliers sont touchés. De 2017 à ce jour, le projet de filets sociaux et services de base piloté par l'ANADEB conduit les cantines scolaires dans 315 écoles primaires publiques du Togo, y compris les mêmes écoles que le PDC et le PDC+. Rien que sur le projet de filets sociaux et services de base, il a été fourni en 2 ans avec l'appui de la Banque mondiale 29 938 477 repas à 97 518 écoliers dans 315 écoles primaires publiques du Togo, couvrant sur le plan national 6,26% des écoles primaires publiques et 8,80% des élèves. 22 préfectures réparties dans les 5 régions économiques du pays, pour un montant total de 2,5 milliards de francs CFA par an, dont 1,5 milliard de francs CFA par la Banque mondiale et 1 milliard de francs CFA par l'État togolais. Le financement des cantines scolaires par la Banque mondiale a pris fin au 31 janvier 2020 et c'est l'approche communautaire qui est expérimentée pour pérenniser la fourniture des repas dans les écoles des zones pauvres ciblées. Dans cette approche, les communautés concernées font des apports en nature et ou en espèces, tandis que l'État assure directement à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB l'accompagnement technique de proximité et le financement complémentaire requis pour l'opération. Catholic Relief Services va démarrer à partir de l'année prochaine l'opération de cantines scolaires dans 138 nouvelles écoles primaires publiques dans les régions des Savanes et Cara. Et voilà donc une expérience rééditée et attendue d'ailleurs.
La découverte, je vous l'annonçais tout à l'heure, au sommaire de cette édition, direction l'agropole gingembre de l'université de Kara. On y produit, vous allez le voir, des huiles essentielles. À quoi servent ces huiles? Comment fonctionne cette unité? Enfin, dernière question, quel apport à l'économie nationale? Qu'est-ce qui change dans la vie des populations au quotidien? Visite guidée, Nestor Mojou. À partir de l'axe 1 de son plan stratégique national 2014-2024, qui est de renforcer son ancrage dans son environnement socio-économique, l'Université de Kara a initié un projet en vue de la diffusion de la technologie d'extraction des huiles essentielles issues des plantes aromatiques. C'est ainsi qu'elle a ouvert une unité de production dénommée Agropole Gingembre ou AgroGinja KU. Le concept d'agropole gingembre n'est pas fondamentalement différent de la notion classique d'agropole. En ce sens qu'il met en symbiose les trois maillons classiques d'un agropole: production, transformation et commercialisation. La production de l'huile de gingembre, activité phare de l'agropole, suit un processus minutieux afin d'obtenir une essence de qualité. Elle part de l'achat du gingembre auprès des producteurs jusqu'à l'extraction. Nous pouvons résumer la production de l'huile essentielle du gingembre en trois phases. Premièrement, les activités de lavage et de broyage du gingembre. Ensuite, la phase proprement dite de l'extraction de l'huile essentielle, où le broyage du gingembre est introduit dans une cuve contenant des récipients à forte réagir par lesquels il y aura diffusion de vapeurs d'eau venant d'une chaudière. Ces vapeurs d'eau chargées de molécules volatiles de l'huile essentielle vont passer par des sympatins qui se trouvent dans notre cuve appelée réfrigérant. Ces vapeurs vont se liquéfier et donner un liquide à deux phases non miscibles, l'eau et l'huile essentielle qui seront recueillies dans un ustensile. À la fin, la dernière phase est la séparation de l'eau de l'huile essentielle. L'huile essentielle étant plus légère que l'eau va submerger et sera recueillie dans des bouteilles spécialisées. La filière des huiles essentielles a été ciblée parce que ces huiles sont particulièrement prisées et recherchées sur le marché international grâce à leur utilisation dans plusieurs domaines. Le prix d'un litre peut aller jusqu'à 1 500 €. Une huile essentielle est un liquide non miscible à l'eau, extrait d'une plante et renfermant des composés aromatiques. Ces composés sont des molécules naturelles synthétisées par la plante et stockées dans des organes spécifiques. Les huiles essentielles sont utilisées dans plusieurs domaines. Dans l'industrie des cosmétiques, elles sont utilisées dans la fabrication des parfums, des savons et d'autres produits. Dans l'industrie alimentaire, elles sont utilisées pour rehausser le goût des aliments et pour la conservation. En médecine, elles peuvent être directement utilisées comme agent thérapeutique ou utilisées dans la synthèse des principes actifs. Dans l'agriculture, elles sont utilisées comme pesticides dans la lutte contre les ravageurs des cultures. Les huiles essentielles font partie aussi des produits d'entretien et de nettoyage. Les différentes activités menées au sein de l'agropole gingembre ont un impact sur l'économie locale et nationale. Avec l'organisation et la structuration des producteurs autour de ce projet d'agropole gingembre, ça permet aux producteurs d'accroître leurs revenus, leur capacité de production d'abord, et d'avoir un revenu stable à travers le projet de l'agropole gingembre. Ensuite, ça permet aux collectivités locales par le système de taxation et de perception de taxes auprès de ces producteurs-là, d'accroître également leurs recettes fiscales et donc d'avoir plus de ressources pour contribuer au développement de leur milieu, pour contribuer à la fourniture de services socio-économiques à leurs résidents. L'année passée, comme c'était le test qu'il faisait, il nous a pris 2500 kilos. Cette année aussi, ils ont déjà pris 2000 et la première vague. Et maintenant, la deuxième vague, ils nous ont proposé 1500. Ce sont les 1500 qu'on est en train de fournir maintenant. En termes de chiffres, entre mars et mai 2020, nous avons dépensé 2 500 000 dans l'achat de gingembre. Et ceci constitue pas mal de revenus pour les producteurs. Un tel projet innovant pour réussir a besoin de partenaires. Certes, l'agropole gingembre de l'Université de Kara a un certain nombre de contacts, mais d'autres sont attendus.
À côté de la production de l'huile de gingembre, cette unité produit aussi des huiles issues de basilic, de citronnelle, d'eucalyptus et de la verveine des Indes. À terme, AgroJinja KU prévoit le transfert de la technologie aux producteurs de gingembre dans les régions productrices. Et voilà, on en sait maintenant un peu plus sur les huiles essentielles. Dans le sud Togo, c'est le moment, on connaît déjà de fortes pluies. Ce n'est pas le cas au nord Togo. Dans la région Savane, par exemple, la pluie se fait désirer, ce qui laisse désemparer les paysans qui hésitent entre emblaver, ne pas emblaver les sols. Du coup, cette question ce soir, que dit la météo pour cette région du Togo? Élément de réponse dans ce dossier signé Tiazim Navaga. Les pluies se font désirer cette année dans la région septentrionale du Togo. Depuis le début de la saison, seules quelques averses sporadiques sont enregistrées, confirmant ainsi les prévisions saisonnières pour cette année dans la zone. Il est prévu un démarrage normal à tendance tardive. Donc pour expliquer cela, nous nous situons par rapport à la normale qui démarre du 23 avril à 18 mai dans la région de Savane. La saison s'installe en juin. Mais pour cette fois-ci, nous voyons que par rapport à la normale, elle a commencé tardivement. Par rapport à la fin de la saison maintenant, on aura une fin précoce à tendance normale. La pluie doit s'arrêter plus tôt que prévu. Pour la séquence sèche, on aura une séquence sèche longue. Au niveau de l'hydrologie maintenant, on aura des écoulements normaux à tendance excessive. Donc, cela implique maintenant la saison sera courte et ça, elle va donner de fortes pluies. Ce retard dans la pluviométrie affecte les producteurs qui sont désorientés, ne sachant pas quand faut-il semer. Ceux qui ont déjà semé sont confrontés à une séquence sèche, mais d'autres attendent une meilleure pluviométrie pour se lancer. Dans la région, effectivement, nous avons reçu les premières pluies dans le mois de mai, au début du mois de mai. Et les semis n'avaient pas véritablement commencé. Mais à partir de la fin du mois de mai, nous avons constaté des pluies importantes dans certaines préfectures qui ont tout de suite déclenché les activités culturelles. Ceux qui avaient leurs champs préparés ont commencé le semis. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces pluies qui ont démarré n'ont pas été régulières. Ce qui a fait que les travaux champêtres ont été retardés. Et jusqu'à ce jour, une bonne partie des parcelles n'est pas encore emblavée à cause de la pluviométrie. Voilà qui risque fort d'impacter négativement la campagne agricole 2021 dans la région si rien n'est fait. D'où cet appel à la vigilance et à l'adaptation semencière. Nous invitons les producteurs à se tenir prêts à semer dès qu'il y a une humidité qui permette des germinations. Nous ne devons pas attendre parce que ce n'est pas sûr que les pluies vont aller à terme. Et c'est pourquoi nous conseillons aux producteurs de semer des variétés hâtives, c'est-à-dire des variétés précoces, qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour arriver à maturité. Et parmi ces variétés, nous avons les variétés de maïs comme le Ikene qui fait 105 jours. Vous voyez, ça fait 3 mois, quelques jours, vous avez déjà votre maïs prêt. Nous avons Obatampa qui fait aussi 105 jours et Sotubaka qui fait aussi 105 jours. C'est des variétés qui ont été mises sur le territoire par l'ITRA et vulgarisées par l'ICAT. Ces variétés sont disponibles dans toutes les agences de l'ICAT et chez les producteurs de semences. Pour le riz, ils n'ont qu'à utiliser la variété IR 841. C'est une variété qui fait 120 jours pour être récoltée. Et pour le soja, nous avons la variété TGX qui fait environ 3 mois. Nous avons une nouvelle variété d'arachide qu'on appelle Issiar. La variété Issiar, c'est 19 VT qui doit faire normalement 90 jours, 3 mois
pour être récoltés. Il est donc recommandé aux producteurs agricoles de la région septentrionale de suivre l'actualité météorologique afin de mieux accorder leurs activités champêtres à la pluviométrie. Pour mieux valoriser l'humidité, nous recommandons aux producteurs de suivre les prévisions météorologiques. Et ces prévisions peuvent leur permettre de savoir à quel moment ils peuvent s'attendre à une pluie et pouvoir ensemencer ou labourer. En plus de suivre les prévisions météorologiques, nos producteurs doivent aussi écouter les techniciens du ministère de l'Agriculture et des ONG qui sont à leur côté pour leur permettre de pouvoir rentabiliser leur culture en utilisant au maximum la pluie et tout ce qu'il faut pour pouvoir produire. Il est recommandé aux acteurs agricoles d'être attentifs aux mises à jour faites par le Centre régional agrimental, l'ACMED et les services météorologiques et hydrologiques. L'agriculture dans la région des savanes reste fortement dépendante des pluies. Avec ces aléas pluviométriques, conséquence des changements climatiques, il importe d'aller vers la maîtrise de l'eau afin d'assurer la production agricole sans contrainte saisonnière. Cela devrait également interpeller les populations de la région sur l'importance du reboisement afin d'atténuer les effets pervers des changements climatiques. Elle met la barre haute, très haute même. La filière coton veut produire 200 000 tonnes de coton graines d'ici à 2020, les 2 années à venir. Comment cela va se faire? Les ambitions de la filière coton, c'est avec Antoinette Omar-Vovor. Le 19 mai 2020 marque officiellement le début de la nouvelle campagne de la filière cotonnière au Togo, comptant pour la période 2020-2021. Au cours de la rencontre qui a réuni les acteurs de la filière à Kara, le bilan de la campagne précédente a été dressé. Des résultats pas assez reluisants, ce qui constitue de nouveaux défis pour les acteurs du secteur qui se sont engagés à redoubler d'efforts pour booster la nouvelle campagne. 237 000 tonnes entre 2018 et 2019, la production annuelle a baissé à 116 000 tonnes entre 2019 et 2020. Soit un déficit de 15%, une situation due à une pluviométrie défavorable. Il faut donc se mobiliser pour la redynamisation et la modernisation de la filière pour l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND. Le coton, principale culture de rente des exploitations agricoles au Togo, se place comme première culture industrielle au Togo et constitue le 4e produit d'exportation du pays après le clinker, le ciment et les phosphates. C'est l'un des produits qui contribue au PIB à hauteur de 1 à 4,3% selon les années et représente l'une des principales priorités du chef de l'État qui fait de cette filière un secteur à fort potentiel pour attirer plus d'investisseurs. C'est dans cette optique qu'une superficie de 180 000 hectares a été emblavée pour le compte de la campagne 2019-2020. Un peu plus de 116 000 tonnes de coton graines ont été collectées et égrenées avec un rendement de 645 000 kg par hectare sur un objectif de 150 000 tonnes et pour une production de 137 000 tonnes entre 2018 et 2019. Toutes ces actions ont pour finalité d'augmenter les superficies tout en améliorant la production au cours de cette nouvelle campagne cotonnière. D'ici à 2022, le Togo ambitionne d'atteindre le cap des 200 000 tonnes de coton graines, ce qui devra baliser la voie à la relance de l'industrie textile au Togo. On reste sur le sujet agricole pour évoquer précisément maintenant les produits halieutiques, comment atteindre les 30% de couvert végétal dans les années à venir. C'est l'ambition affichée là aussi par le gouvernement. 60 milliards de francs CFA sont à mobiliser, mais c'est quoi la stratégie, le plan d'investissement? Les précisions ici avec Elie Agba Nyandaro. Le secteur halieutique au Togo contribue à 4% au PIB agricole, à 1,3% au PIB national. Mais seulement, le secteur depuis un moment fait objet d'une exploitation anarchique.
On note l'utilisation des méthodes prohibées ainsi que des engins inappropriés, une attitude qui entraîne des captures juvéniles. Les grands plans d'eau pourvoyeurs de poissons tels que le lac de Nangbeto, le système lagunaire et le barrage de Kumfab à Gapaon sont les plus touchés par cet épuisement des stocks des espèces de poissons. Le gouvernement dénonce l'épuisement des différentes espèces. Des poissons se font de plus en plus rares et pour parer à ce phénomène, le Togo a opté pour une approche de gestion basée sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des pêcheries continentales. Cette approche a permis d'atteindre des résultats satisfaisants en Nangbeto. Grâce au projet d'appui au secteur agricole PASA, la production s'est accrue, passant de 600 tonnes en 2012 à 3200 tonnes en 2019. Le plan de gestion des pêcheries du lac Nangbeto a permis à près de 50% de pêcheurs d'abandonner les mauvaises pratiques de pêche. Et donc, les stocks des espèces de poissons du lac ont été restaurés. Ce projet a également eu le mérite de conscientiser les pêcheurs qui, pour la plupart, sollicitent volontairement leur permis de pêche. Leurs conditions de vie nettement améliorées, les commerçants aussi tirent meilleure partie de ce projet. Plusieurs actions ont été menées, notamment la mise en place des comités de gestion, l'organisation des patrouilles de surveillance des activités de pêche, la distribution des nappes de filets de pêche réglementaires aux pêcheurs, la construction des fours améliorés aux transformatrices de poissons, la formation en bonnes pratiques d'hygiène, de traitement, de conservation et de transformation des poissons, le suivi médical des fumeuses de poissons, les analyses des poissons fumés issus des fours améliorés construits, la distribution des géniteurs de volailles aux ménages de pêcheurs. Au Togo, la pêche implique au moins 22 000 personnes, 10 000 pêcheurs et 12 000 femmes transformatrices et fait vivre plus de 150 000 personnes. Du poisson qui fait donc le régal dans nos assiettes. Du courant électrique partout, dans toutes les maisons, en ville comme au village, et d'ici à 10 ans, eh bien c'est l'autre objectif du gouvernement. Le PNUD accompagne d'ailleurs notre pays dans cette démarche. Tenez, 7000 lampadaires vont bientôt être implantés sur l'ensemble du territoire national. La portée de cette action, voyons cela avec Lucassi. Bientôt, 7000 lampadaires solaires seront installés dans les 5 régions du Togo. C'est un projet du Bureau des Nations Unies pour le développement au Togo à travers le programme d'urgence de développement communautaire PUDC mis en œuvre par le gouvernement. Les deux parties se mettent ensemble pour promouvoir l'électrification. Un avis d'appel d'offres est déjà lancé pour sélectionner des consultants nationaux en électricité ou énergie renouvelable. Une fois recrutés, ils seront chargés du contrôle et du suivi des travaux. Déjà, le PUDC permettra à échéance d'installer près de 10 000 lampadaires sur l'ensemble du territoire. L'initiative va donner un coup de pouce à la stratégie d'électrification nationale et constituera un levier important dans l'atteinte des 50% de part du renouvelable dans le bouquet énergétique d'ici 2030. Dans l'atteinte des objectifs de la stratégie d'électrification nationale, l'énergie solaire représente une solution fiable. Elle va contribuer à un accès abordable, rapide et de qualité des populations togolaises à l'électricité. Le plan d'énergie solaire exécuté par le gouvernement depuis 2018 est évalué à 952 milliards de francs CFA. Le secteur privé joue aussi sa partition. La mobilisation des investisseurs en dit long sur l'engagement du gouvernement à passer à l'étape supérieure. Un accord de partenariat public et privé signé entre la société Ameya Power, basée aux Émirats Arabes Unis, et la compagnie énergie électrique du Togo Soété en novembre 2019 en est une illustration. C'est un partenariat qui a pour finalité le développement et l'exploitation de la centrale de Blita. La centrale aura une capacité de 50 MW. À ce partenariat s'ajoute le projet d'électrification de 317 localités pour 45 000 personnes. Déjà, plusieurs mini-réseaux opérationnels sont installés dans le village de Sipé à Fidegno, où Bibos a lancé le concept de la communauté connectée de demain.
Au cours des 10 prochaines années, 550 000 ménages devraient être équipés de kits solaires individuels. Dans le reste de l'actualité, la réhabilitation du poste de brigade forestier de Kalaré, c'est en pleine forêt, dans le parc Fazao Malfakassa. C'est bientôt, les travaux sont lancés, mais pour combien de temps? Désiré à l'œil. Sur ce site de Kalaré, dans le parc Fazao Malfakassa, sera matérialisé un poste de brigade forestier, une contribution de l'ONG Organisation pour le développement et l'incitation à l'auto-emploi, ODIAE. L'enjeu, œuvrer à renforcer la résilience des aires protégées du Togo face au changement climatique, la lutte contre la déforestation, une vision en somme de l'ONG qui lance les travaux de construction du poste. Cette activité d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif renforcer la surveillance des aires protégées du Togo. Et comme la surveillance demeure une des fonctions essentielles pour la pérennité des aires protégées, il est prévu un certain nombre d'activités, dont la construction de 3 brigades, et dont la brigade de Kalaré, à travers cette activité, de créer des conditions très favorable pour les éco-gardes et les responsables de l'administration forestière pour mener à bien cette activité de surveillance au niveau du parc Fazao Malfakassa. Il y a la réhabilitation de la piste à travers l'approche IMO, 50 km, et à ce jour on est allé au-delà, et ça avec les communautés riveraines, Fazao, Kalaré, Sakalaoudé et de l'autre côté Bonako. Et également il y a eu l'équipement de l'administration forestière et au niveau du parc Fazao Malfakassa, ils ont bénéficié d'un véhicule 4x4 et de 2 motos. Et il y aura également la construction dans les jours à venir de la brigade de point de vue qui est de l'autre côté. Le parc Fazao Malfakassa, une ressource naturelle à protéger pour l'équilibre écologique. Il s'étend sur 192 000 hectares, environ 4% de la superficie du Togo. Il abrite 10 brigades forestières, 65 éco-gardes, un ensemble géré de façon participative. Nous sommes vraiment fiers de la réhabilitation de cette brigade. Le travail ira bien parce que le travail des éco-gardes au niveau du parc, c'est le tout premier travail qui doit faire venir les autres ressources par rapport au tourisme et encore d'autres revenus par rapport à la présence des infrastructures et des animaux, de la biodiversité du parc. Donc, la constitution des éco-gardes, c'est les gens que nous avons collectés au niveau des populations riveraines. Ce qui veut dire que ça répond déjà à cette affaire de gestion participative au niveau de ce parc, Fazao Malfakassa. Donc ce qui veut dire que le respect de cette gestion participative est assuré ici. Donc les retombées vont directement au niveau des populations riveraines qui en bénéficient aussi. La gestion durable de l'environnement, une préoccupation du gouvernement togolais. Les riverains du poste de brigade forestier de Kalaré ont un rôle à jouer pour plus d'impact sur le terrain, bénéfique en définitive pour eux. Si les ouvrages sont renouvelés, on est sûr qu'il y aura aussi les touristes qui vont passer dans notre commune pour la visite du parc. Donc c'est déjà aussi un atout pour nous de dire. Et que si le parc existe, nous, la commune de Tchaoudiodo, nous avons aussi des ressources. Et on est content parce qu'il y a une ressource dans notre commune qu'on peut profiter de ça aussi par rapport à la visite des touristes. Le programme PALCC de l'Union européenne, aujourd'hui sur son axe de protection environnementale, soutient le gouvernement togolais par la reconstruction de la brigade forestière de Kalaré, prioritaire en 2 blocs A et B, site situé à 20 km de l'Amadessi. Bientôt verra donc le jour en premier sur les 3 retenus. Certains bungalows à la fin seront réservés au tourisme. Face au coronavirus, le projet sera matérialisé en respectant strictement les mesures et gestes barrières. Ce rendez-vous à noter pour demain. Mardi, l'Assemblée nationale se réunit. Une plénière à partir de 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale.
Un mot de l'actualité à l'étranger. Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouté de nouveau devant la Cour pénale internationale ce lundi. Une audience devant la Chambre d'appel pour entendre les observations sur l'appel demandé par la procureure Fatou Bensouda contre l'acquittement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prononcés fin janvier en faveur de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Allez, on referme ce journal sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 chez nous, au Togo. Elle se présente comme l'indique ce communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique. À ce jour, lundi 22 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente donc comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 569 avec 0 nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 380 avec 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 176 et le nombre de décès reste à 13, chiffre rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. N'oubliez donc pas les gestes barrières, ce virus circule toujours. Et ceci referme ce journal donc. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Guérin-Kouka, dans la préfecture du même nom. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous.